Bonjour tout le monde, aujourd'hui on présente un sujet très important, la quantité de mouvement. Je commence par une étude expérimentale. Dans ce document, on a dans la figure 1, deux corps S1 et S2 de masse M1 et M2 respectivement, accrochés à un ressort de masse négligeable aspire non jointive, et ce ressort il est comprimé. Donc ces deux corps S1 et S2 sont reliés par un fil pour maintenir l'équilibre. À l'instant T0 égale 0, on coupe le fil, alors les deux corps se détachent du ressort. La figure 2 représente les enregistrements des centres d'inertie de chaque corps S1 et S2. Et ces enregistrements montrent bien que le mouvement de G1 ou bien de G2, il est bien rectiligne et uniforme. Pourquoi? Puisque la distance demeure constante au cours du temps. Soit V1 la vitesse de G1, V2 la vitesse de G2 sur une distance D1 et D2 respectivement. Alors, V1 s'écrit D1 sur T1, ainsi que V2 s'écrit D2 sur T2. Maintenant, pour une même durée T1 égale à T2 égale à T, on a D1 sur V1 égale à D2 sur V2. Bien, d'après ce rapport, on peut déduire que D1 sur D2 égale à V1 sur V2 égale, pour des raisons de proportionnalité, égale à M2 sur M1. En faisant le produit de moyens à produits extrêmes, on aura M1 V1 égale à M2 fois V2. Donc le produit de la masse par la vitesse reste constant. On répète l'expérience plusieurs fois et à chaque fois on change les deux masses M1 et M2. Bien sûr que les deux vitesses vont changer. On aura le même résultat, M1 V1 égale M2 V2 à chaque fois. D'où on a introduit une nouvelle grandeur physique appelée la quantité de mouvement, qui est le produit de la masse par la vitesse. La quantité de mouvement, elle est représentée par le symbole P minuscule pour ne pas confondre avec le poids. P égale à M fois V. Et dans le système international, P est exprimé en kilogrammes fois mètre par seconde moins 1. Passons maintenant à la quantité de mouvement pour une particule. Comme on a déjà dit, P, écriture vectorielle, P vecteur égale à M fois V vecteur, c'est la masse de la particule par sa vitesse au cours du temps. Maintenant, pour un système de particules, un système de masse M formé par plusieurs particules, la quantité de mouvement PS du système est égale à la somme des PI, I allant de 1 à N, c'est-à-dire c'est P1 plus P2 plus Pn, qui est égal à M1 fois V1 plus M2 fois V2 plus etc. Donc M1 V1 plus M2 V2 plus Mn Vn, elle est égale à grand M, la masse grand M de tout le système par la vitesse de son centre d'inertie G. Alors c'est le deuxième objectif. Qu'est-ce qu'un système isolé ou bien pseudo-isolé? Bien, un système, par définition, un système isolé, c'est un système qui n'est soumis à aucune force extérieure. Prenons par exemple le crayon. Si le système est le crayon seulement, alors en chute libre, le crayon il est soumis à une force unique qui est le poids. Alors, ce système qui est le crayon, il n'est pas isolé puisqu'il est soumis à son poids. Bien. Si on considère le système crayon-terre, ce système il est isolé. Pourquoi? Puisque le poids sera une force qui est intérieure et non pas une force extérieure. Donc, un système isolé ou bien un système pseudo-isolé, que veut dire pseudo-isolé?
Un système pseudo-isolé, c'est un système qui est soumis à plusieurs forces, mais la somme vectorielle de ces forces est nulle. Donc, on peut dire qu'un système isolé ou bien pseudo-isolé, la somme des forces extérieures exercées sur ce système est égale à 0. Passons maintenant à la deuxième loi de Newton, qui sera appelée le théorème de la quantité de mouvement. On sait déjà que, d'après la deuxième loi de Newton, sigma F extérieur égale à m fois A, le produit de la masse fois l'accélération du centre d'inertie du système. Donc, somme des forces extérieures égale m fois l'accélération, c'est le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc, c'est dv de g sur dt. M est une constante. On peut l'écrire d sur dt de m fois v de g. Or, m fois v de g, le produit de la masse par la vitesse, c'est la quantité de mouvement. Donc, égale à dp du système sur dt. D'où la deuxième loi de Newton, sigma F extérieur égale à dp sur dt. Arrivons maintenant à la conservation de la quantité de mouvement. Dans ce document, on a un canon de masse grand M où il y a à l'intérieur une petite boule de masse petit m. Le système étant au repos, on peut considérer que ce système est pseudo-isolé ou bien isolé, c'est-à-dire la somme des forces extérieures égale à 0. Alors, pendant l'explosion, les forces extérieures sont négligeables devant les forces intérieures. Alors, par application à la conservation de la quantité de mouvement, sigma F extérieur égale à dp sur dt égale à 0, puisque le système il est isolé. Donc dp sur dt égale 0, alors p égale à une constante. Ça veut dire que la quantité de mouvement est conservée. Donc, la quantité de mouvement avant l'explosion, elle est égale à la quantité de mouvement après l'explosion. On écrit P avant égale P après. P avant, le système étant au repos, donc 0. P avant égale à 0. Égale P après. On a petit v, c'est la vitesse de la boule. Grand V, c'est la vitesse du canon. Donc, c'est m fois petit v plus grand M fois grand V. On aura petit m fois petit v égale moins grand M fois grand V. Le signe moins ici représente que la boule et le canon, la vitesse, le vecteur vitesse, sont de sens contraire. Cinquième objectif, le choc. Le choc, c'est une rencontre de courte durée entre deux corps. On a un choc élastique où l'énergie cinétique avant et après ce choc se conserve. Un choc inélastique ou bien un choc mou, l'énergie cinétique avant n'est plus égale à l'énergie cinétique après. Pourquoi? Puisque une partie de cette énergie se transforme en chaleur et produit la déformation des corps. Choc parfaitement inélastique ou bien parfaitement mou, c'est-à-dire après le choc, les deux corps se fixent l'un sur l'autre et forment un seul corps de masse grand M. Dernier objectif, l'étude d'un choc frontal parfaitement élastique. Un choc frontal, c'est un choc où les vitesses avant et après le choc gardent la même direction. Bien, dans ce document, on a deux corps, S1 et S2 de masse M1 et M2 respectivement. S1 possède la vitesse V1, S2 possède la vitesse V2. Donc, on a deux phases, avant le choc et après le choc. Avant le choc, on a le corps S1 de masse M1 de vitesse V1
on a le corps S2 de masse M2 de vitesse V2. Après le choc, on a le corps S1 de masse M1 de vitesse V'1 qui est inconnu, S2 aussi de masse M2 et de vitesse V'2 qui est inconnu. Pendant le choc, les forces extérieures, comme on a déjà dit, sont négligeables devant les forces intérieures et par application à la conservation de la quantité de mouvement, P avant égale à P après. Donc, P avant le choc égale P après le choc. C'est-à-dire M1 V1 plus M2 V2, c'est avant le choc, égale à M1 V'1 plus M2 V'2. Bien. Par projection sur I, on écrit M1 V1 bar plus M2 V2 bar égale M1 V'1 bar plus M2 V'2 bar. Alors, M1, je prends M1 en facteur, c'est V1 bar moins V'1 bar égale ici M2 en facteur, V'2 bar moins V2 bar. Le choc il est parfaitement élastique, c'est-à-dire l'énergie cinétique avant elle est égale à l'énergie cinétique après. Donc EC avant égale à EC après. C'est-à-dire M1 V1 1 demi M1 V1 carré plus 1 demi M2 V2 carré égale 1 demi M1 V'1 carré plus 1 demi M2 V'2 carré. Alors, en multipliant par 2, on aura M1 V1 carré plus M2 V2 carré égale M1 V'1 carré plus M2 V'2 carré. Je prends M1 en facteur, donc M1 V1 carré moins V'1 carré égale M2 en facteur V'2 carré moins V2 au carré. Donc A2 moins B2 s'écrit A moins B par A plus B. Donc c'est M1 V1 bar moins V'1 bar facteur V1 bar plus V'1 bar égale M2 V'2 bar moins V2 bar facteur V'2 bar plus V2 bar. Donc ici on a la première équation et ici on a la deuxième équation. Maintenant faisons le rapport 2 divisé par 1. On aura la relation suivante. Donc, on divise 2 sur 1. M1 et M1 se simplifient. V1 moins V'1 se simplifie. Il nous reste V1 plus V'1 égale, je divise M2 par M2, V'2 moins V2 se simplifie, il nous reste V'2 plus V2. Alors, ici, V1 égale à V'2 plus V2 moins V'1. Cette équation sera notée par la troisième équation. Pourquoi on fait ce calcul? Pour déterminer V'1 et V'2 après le choc de chaque corps. Donc, en remplaçant V1 dans la première équation ou bien dans la deuxième équation, on peut déterminer par un calcul qui sera un peu compliqué. C'est un calcul d'un système. On peut déterminer V'1 et V'2. Merci bien et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton subscribe.